Il l'a humiliée en public. Sur le tapis rouge d'un gala caritatif, sous les flashs et les bulles dorées, il a pris un homme fatigué par la vie et l'a réduit à une image. Un mendigo qu'on jette à la mémoire des riches pour se donner bonne conscience. Il a ri, léger, et la salle a applaudi sa supériorité comme on applaudit un numéro. Quelques années plus tard, l'homme qui se croyait invincible a vu son empire fondre. Et quelque part, la femme qu'il avait traitée comme si elle ne valait rien a tissé, point par point, la revanche la plus nette qui soit, celle qui rend la dignité. Que devient-on après qu'on vous ait réduit à rien? Si cette histoire vous parle, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette remontée sans haine. Ada est née là où les rues sentent le café noir et les tissus se vendent au poids. Sa mère tenait un petit étal de chiffons et de boutons. Son grand-père réparait les machines à coudre des voisins. Les premiers mots qu'elle a appris n'étaient pas « maman » ou « pain », mais « point droit », « ourlet », « raccordé ». Pour elle, les tissus étaient des cartes du monde, laines épaisses qui racontent l'hiver, mousseline qui chuchote l'été. Petite, elle passait des heures à défaire les coutures des vieux habits pour comprendre comment une robe pouvait soutenir une posture, un regard. Adulte, sa main n'avait rien perdu de cette mémoire. Elle savait, par un geste, transformer un rectangle de tissu en promesse. Sa boutique, au début, n'était qu'un coin de marché où elle reprenait les ourlets et ajustait les tailles. Mais son rêve était plus grand, une maison de couture où chaque pièce aurait une histoire, où les clientes se sentiraient au fait pour leurs vêtements plutôt que l'inverse. Ce rêve a grandi avec elle, doucement, au fil des nuits. Alors elle a aimé un homme qui parlait bien et avait des projets encore plus grands. Tindu avait la manière d'un homme forgé pour les plateaux, sourire poli, costume sur mesure, promesse d'ascenseur social. Il aimait les tables en marbre, les discours avec des chiffres, l'idée de paraître indispensable. Au début, il appréciait sa main sûre et ses idées pour habiller leurs invités. Il parlait d'elle comme d'un trésor discret, ce qui, au départ, la rendait fière et confiante. Mais l'amour qui aime posséder s'enroule comme un fil autour des doigts. Sans qu'elle s'en rende compte, les petites décisions ont glissé vers lui. Il a suggéré qu'elle ferme son modeste comptoir, pour le bien de la maison. Il lui a demandé de renoncer à quelques-unes de ses clientes parce que nous devons faire attention à notre image. Il l'isolait sous des compliments. Les remarques ont pris la forme d'un aiguillon. « Tu es trop sentimentale. Ce métier n'est pas pour toi si tu veux vraiment réussir. » Quand elle protestait, il la regardait comme on regarde une enfant qui apprend la leçon. Et la leçon était « La place des siens est derrière les rideaux, pas sur le devant de la scène. » La première vraie rupture est venue comme une lueur froide. Tindu a organisé une réception dans leur demeure. Il avait invité patrons, investisseurs et l'élite locale. Ada, célébrée autrefois pour son goût, se préparait dans la chambre d'amis, un simple geste. Ajuster une robe qu'elle avait faite pour l'occasion. Elle passa une main sur le tissu, cherchait la bonne posture et se rappelait pourquoi elle avait aimé cet art. Mais la porte s'ouvrit brutalement. Tindu entra, suivi de convives plus bruyants que nobles, et d'un sourire qui ne l'avait jamais quitté, sauf pour manipuler. « Viens montrer au monde ce que tu sais faire », dit-il en la poussant sur le palier, d'une voix qui voulait être flatteuse mais qui pinçait. Elle parcourut la salle, sentit les regards, puis tituba sous un mot. 2. Un invité fit une remarque sur ces vieilles techniques. Un autre chuchota que l'artisanat n'avait pas sa place ici. Tindu rit, et sa voix monta. « Ma femme aime coudre pour les pauvres. Elle est presque comme ces... » Il chercha l'image la plus humiliante, et la trouva. Ces indigents qui demandent de la pitié. Ada ne se souvient pas, plus tard, du visage complet des convives. Elle se souvient seulement des éclats de lumière sur une robe qui n'ayait pas, des larmes qui avaient collé le maquillage, et de sa bouche qui n'avait pas trouvé d'argument. Ce jour-là, il ne l'avait pas seulement rabaissée. Il avait choisi une tierce personne, un effet, un symbole pour faire d'elle une leçon. Elle avait été transformée en caricature d'elle-même, la couturière humble, la mendiante d'illusions. La honte, quand on la reçoit en public, s'insinue comme une aiguille qui déchire un tissu. On croit qu'on pourra recoudre, mais le trou reste visible. Ada a recousu. Mais longtemps,
Recoudre signifiait surtout fuir. La crise s'est installée progressivement. Des comptes bloqués, des cartes qu'on lui refusait, des notes laissées sur des tables, pour notre bien, tu comprends. Leurs voisins commençaient à chuchoter. Tindu, fort de sa position, appliquait subtilement la stratégie du doute. Remettre en question sa parole, ses souvenirs, ses capacités. Ce qu'il appelait « rationalité » était en fait une cage. La nuit où elle a pris ses affaires et quitté la maison, elle s'est arrêtée devant l'atelier qui avait été son rêve. Elle a posé la petite machine à coudre dans le coffre de sa voiture, serré les jumeaux contre elle. Amara et Zuri, deux têtes aussi erratiques que l'été et aussi tenaces que la brise, et a conduit sans bruit. Elle n'a pas appelé ses parents. Elle ne voulait pas d'alerte. La ville, avec ses lumières blanches et ses panneaux lumineux, ne savait pas qu'une vie basculait dans un parking. Elle a dormi, par intermittence, sur le siège passager. Les heures étaient tissées par le ronron de la petite machine, qu'elle mettait à fonctionner à l'abri des regards, dans des garages, sur le seuil d'un local loué pour quelques nuits, sous la chaleur d'une lampe bon marché. Les premiers mois sont un tissu de survie. Les jumeaux pleuraient souvent quand il pleuvait fort. Ada leur apprenait à compter les gouttes sur la vitre comme on compte des points sur une étoffe. Elle vendait des ourlets, des rideaux, des retouches. Ses mains n'étaient jamais assez fatiguées pour arrêter. Parfois, par une nuit sans client, elle s'asseyait sur le trottoir, son manteau autour des épaules, et regardait la ville qui ne dort pas. Elle se rappelait les mots de Tindu, se demandait si elle avait été trop sentimentale. Puis elle regardait les filles qui dormaient dans la caisse à linge du voisin, les visages purs et confiants de ces filles, et elle rejetait la main qu'avait tendue la honte. Un matin, alors qu'elle étendait des pièces sur un fil dans le quartier du marché, une main s'arrêta sur un châle qu'elle venait de teindre. L'homme avait la silhouette modeste, une chemise simple, des yeux calmes. Il observa, sans parler, la couture qui maintenait un motif ancien. Sa voix, quand il parla, était mesurée. « C'est magnifique, dit-il simplement. Vous avez mis du temps à le faire, non ?» Ada releva la tête. Elle était habituée aux compliments pressés. Il venait souvent avec des jugements. Celui-ci ne portait pas le venin. Elle répondit, prudente, puis le raconta. La machine trouvée dans une brocante. Les nuits, les commandes livrées à la main. « Je m'appelle Kofi, » dit l'homme. « Je travaille parfois avec des organisations qui cherchent ce genre d'artisanat. Mais ce n'est pas pour ça que je m'arrête. Vos mains, elles savent raconter des histoires. » Il ne fit pas de promesse. Il la remercia et partit. Quelques jours plus tard, une enveloppe contenant une petite somme et un mot pour acheter du fil. K. Le geste était discret, sans annonce. Le genre de geste qui ne demande pas la dévotion, seulement qu'on continue. Ada refusa d'abord l'argent. La fierté fait parfois une dent plus profonde que la faim. Mais la notoriété n'était pas son objectif, la survie oui. Avec la somme, elle acheta du fil d'or, des boutons qui tenaient de mieux, un support pour poser sa machine. Elle travailla comme une forgeronne de tissu, chaque point un pas vers une stabilité qui n'existait peut-être que dans sa tête. Les mois suivants, Kofi revint, non pas comme un mécène étalant sa fortune, mais comme un voisin curieux. Il achetait une écharpe, revenait pour une retouche, offrait un thé. Il parlait peu de politique ou d'argent. Souvent, il parlait de sa mère, de ses ancêtres, de la manière dont une famille se soutient sans grand bruit. Parfois, il s'asseyait et regardait Ada travailler, comme on lit un livre. Il reconnut ce qu'elle avait, une vision. Il reconnut aussi ce que la ville pouvait lui donner, et ce qu'elle lui refusait. Ce n'était pas une histoire d'argent, mais de foi discrète. Kofi n'était pas un héros à la mode. Il était plutôt un homme qui croyait que la valeur est d'abord une capacité à reconnaître. Il disait, une fois, en regardant les doigts d'Ada, « On peut confondre le fil et la trame, mais la trame tient l'étoffe. C'est ce qui fait tenir le monde. » Le mot resta. Elle commença à appeler son petit coin de couture « trame d'or », non par vanité, mais pour se souvenir que le travail était sa racine. Le nom plaisait aux clientes.
Il sonnait comme une promesse. Les commandes, timides au départ, s'accumulèrent. Une mère du quartier souhaita une robe pour sa fille. Une institutrice demanda des rideaux pour la salle de classe. Une blogueuse locale, de passage, publia une photo floue d'une pièce d'Ada, louant la touche artisanale qui manque à nos vitrines. Pour la première fois depuis longtemps, le bouche à oreille travaillait pour elle. La montée n'était pas linéaire. Il y eut des jours de recul, des clients qui oubliaient de payer, des fournisseurs qui retardaient la livraison d'étoffes. Chaque difficulté était comme une couture mal faite. Ada devait revenir, reprendre la ligne, repasser la trame pour éviter les filochages. Mais l'atelier grandissait, en réputation et en âme. Elle avait appris une forme de luxe qu'on ne voit pas sur les podiums, celui de la constance. Les clientes revenaient pour ressentir la manière dont ses vêtements épousaient un corps, avec respect, pas avec ostentation. Pendant ce temps, Tindu ne restait pas immobile. Sa vie publique tournait encore autour des contrats, des claps d'approbation et des inaugurations. Il ignorait, ou feignait d'ignorer, la petite boutique qui avait pris racine dans le marché. Pour lui, Ada était résolument en dehors de son monde. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que dans l'économie d'une ville, la réputation ne se mesure pas seulement en chiffres. Elle se propage aussi par des récits, par des visages heureux, par la fidélité d'une cliente qui revient. Les réseaux sociaux, ces toiles invisibles, commencent à jouer leur rôle, et ce qu'il prend pour des accidents isolés devient, pour d'autres, une tendance. Une photographe de rue, attirée par le travail des artisans, prit plusieurs clichés à l'insu d'Ada. Elle posta une série de portraits accompagnés d'un texte qui disait « Les mains qui sauvent nos vêtements méritent plus que des applaudissements ». La publication fut partagée, commentée, traduite. Peu à peu, la maison de Tindu, ses soirées étincelantes et ses motifs de réussite absolue furent regardés différemment. On commençait à se demander qui, réellement, créait la beauté dans la ville. Les premières petites victoires se firent sentir dans des détails concrets. Un atelier voisin proposa de revendre les pièces d'Ada. Une boutique de décoration passa une commande importante. Une influenceuse locale fut photographiée vêtue d'une de ses robes. Ses succès, loin d'abréger ses nuits, la poussaient à travailler encore plus, à perfectionner la ligne, à penser la marque non pas comme un label, mais comme une promesse de dignité. Elle engagea une jeune apprentie, juste pour partager le rythme et donner à une autre femme la chance de reprendre sa vie. Le tournant vint d'un geste qui, à la surface, ressemblait à un hasard. Lors d'une réception professionnelle où Tindu était présent pour célébrer une ouverture commerciale, un compositeur de tendance déclara, en plaisantant, que la mode locale manquait d'âme. Une voix dans la foule répondit « L'âme est parfois derrière des machines qu'on croit oublier. » Le nom d'Ada fila dans la conversation, comme une bobine qu'on tire. On parla d'une couturière talentueuse qui travaillait sans faste et qui refusait de céder aux diktats de la mode. Les convives, curieux, cherchèrent à la connaître. Tindu le sut peu après. Comme tous les hommes qui ont bâti leur pouvoir sur la certitude, il prit la nouvelle comme une invitation à dominer. Il sourit, d'abord, pensant réduire cette émergence à une nuisance. Mais la ville avait déjà commencé à tisser autour d'Ada un réseau ténu mais solide. Ce que la richesse de Tindu possédait en étincelles, Trame d'or le gagnait en fils, une multitude de petits liens qui, ensemble, forment une étoffe résistante. Ada, elle, était loin de s'imaginer une revanche spectaculaire. Pour elle, le plus important était simple. Donner à ses filles une maison où on n'aurait plus peur d'un dîner mal préparé, où l'on pourrait raconter des histoires sans se sentir moins. Chaque robe achevée, chaque rideau livré, portait la promesse d'un avenir sans dormir dans une voiture, sans faire la queue pour des aides, sans se sentir réduite. Mais la ville est un grand théâtre, et parfois l'histoire préfère accélérer ses fils. Alors que Trame d'or commençait à prendre une forme identifiable, un fait divers vint ranimer un souvenir enfoui. Lors d'un gala de charité très médiatisé, Tindu monta sur scène pour donner une leçon de morale au public. Il trouva, opportunément, un homme qui mendiait à l'entrée, un visage marqué, une voix épuisée, et fit de lui un spectacle. Il fit un geste théâtral, jeta quelques billets,
et lança à l'assemblée une phrase faite pour impressionner. « Regardez-là, la scène idéale. C'est cela, la vraie réussite, le pouvoir de repousser ce que nous désapprouvons. » La scène fit le tour des réseaux. Les uns applaudirent, d'autres virent dans ce geste l'exact reflet du mépris envers les sans-voix. Les images se multiplièrent. L'homme sur le trottoir, la main qui s'éloigne, le sourire triomphant de Tindu. Pour beaucoup, il n'était plus seulement un homme d'affaires. Il était l'incarnation d'une sorte d'arrogance sociale que l'on commençait à rejeter. Ada regarda les images. Elle n'en fit rien de grandiloquent. Elle sentit un ressac, comme lorsque l'on remet une pièce dans son théâtre et que les coulisses vibrent à nouveau. Elle n'avançait pas vers la vengeance. Elle avançait vers autre chose, faire en sorte que la valeur ne soit plus définie par le regard des autres. Pourtant, les réseaux, ces miroirs modernes, avaient allumé une attention qui pouvait soigner ou détruire. Pour Ada, ce fut plutôt une lumière crue sur ce qu'elle était devenue. Une femme qui travaillait, qui avait repris des morceaux de sa vie, mais qui était encore fragile. Pour Tindu, c'était une alerte. Ses gestes de domination commençaient à être pris au sérieux, et la société ne pardonne pas toujours l'arrogance. C'est à ce moment que Kofi parla, sans emphase, une nuit où Ada, épuisée, passait en revue des prototypes. « Tu as des clientes qui reviennent, » dit-il. « Tu as une voix. Ne la perds pas. » « Je n'ai pas envie de me battre pour qu'on me donne ce que j'ai déjà en moi, » répondit Ada. « Je veux juste vivre. » Kofi haussa les épaules. « La dignité n'est pas une chose que l'on demande. C'est quelque chose que l'on crée, avec des mains solides et des gens qui s'assoient avec vous quand la nuit est froide. Laisse-moi m'asseoir. » Ce fut un accord tacite. Il commença par aider à mettre en relation Ada avec des revendeurs, à lui apprendre comment présenter un dossier simple, à la pousser doucement vers des micro-contrats. Parfois, il lui offrit simplement son réseau d'amis qui pensaient à donner plutôt qu'à paraître. Il lui parla des chiffres, de la tenue d'un compte, sans prétention. Ada apprit à dire non aux clients malhonnêtes, à demander un acompte, à planifier les achats de tissus. Chaque petit pas était une couture qui reprenait la forme de son existence. Les mois qui suivirent prouvèrent que la lenteur peut être une force. Tramdor s'est installé dans un petit local, puis dans un autre un peu plus grand. Les jumeaux grandissaient, apprenaient à connaître l'odeur du tissu neuf, à comprendre que la vie ne se mesure pas à l'éclat des voitures devant la maison, mais à la chaleur d'une robe bien faite. Ada ne fit pas de discours. Elle cousait. Son succès était silencieux et solide, comme une robe qui tient le temps. Pour l'instant, les grands affrontements restaient au dehors. Les rumeurs sur l'empire de Tindu circulaient, rapides comme des coups de vent. Une affaire mal gérée, un contrat perdu, une rumeur de faillite légère. Rien de définitif. Mais dans une ville où l'opinion se tisse à la vitesse d'un fil, une petite déchirure peut devenir fissure. Ada ne cherchait pas à célébrer la chute d'un homme. Elle continuait à bâtir, convaincue qu'une vie réparée vaut mieux que 1000 répliques. La tension, cependant, montait. Une invitation inattendue arriva un matin, glissée sous la porte du local. Un carton épais, lettres calligraphiées. À l'intérieur, un carton doré, l'invitation à un événement. Un grand gala d'inauguration commerciale. La même arène où tout avait commencé des années plus tôt. Le nom du sponsor principal était, comme toujours, associé aux grandes œuvres de la ville. Le visage sur la liste, celui de Tindu. Ada posa l'invitation sur la table, regarda les jumeaux qui jouaient avec des chutes de tissu et trouva que la carte était comme un motif ancien. On pouvait lire 2 vies, 2 trajectoires, sur la même page. Elle n'était pas certaine de vouloir y aller. L'envie de montrer n'était pas pour elle une revanche. C'était une question de présence. Si elle y allait, ce serait pour montrer qu'on ne réduit pas une personne à une image. Si elle n'y allait pas, le monde continuerait à parler de leur rivalité comme d'une anecdote. Elle approcha de sa machine, prit une aiguille, fit glisser un fil d'or entre ses doigts et réfléchit. Le fil vibra un instant, comme si la décision l'appelait. Elle sentit, au creux de la poitrine, que la vraie question n'était pas d'humilier ou d'être humiliée, c'était de savoir quel genre de femme elle voulait être en face des lumières.
elle prit une pause, puis commença à travailler sur une pièce pour la baby shower d'une amie. Les jumeaux s'étaient assis derrière elle, et le bruit régulier de la machine fit comme un cœur qui bat. Ce soir-là, elle ne répondit pas à l'invitation, mais elle garda l'enveloppe sur la table, comme un morceau de tissu auquel on réfléchit avant de couper. Le fil d'or brillait sous la lampe. La trame attendait d'être tirée. Le destin, parfois, n'est que l'effet d'une couture faite au bon endroit. Au même moment, dans les salons feutrés où la lumière fait la taille des hommes, Tindu préparait sa propre mise en scène. La salle serait pleine, les voix admiratives, les applaudissements préprogrammés. Il ne savait pas que son geste du passé avait planté une aiguille dans la mémoire collective. Il ne savait pas non plus que, quelque part, un homme discret, Kofi, regardait la ville avec une patience qui en dit plus que les annonces tonitruantes. La ville attendait sans le savoir la prochaine torsion du fil. Les fils posés ne demandent qu'à être tirés. Ada continuait de coudre. Chaque point était une promesse, et parfois, les promesses sont les seules armes qui tiennent. Chaque point était une promesse, et parfois, les promesses sont les seules armes qui tiennent. Les saisons ont filé. Trame d'or a grandi sans fanfare, comme une étoffe qui prend forme à force de patience. Les commandes se sont multipliées, d'abord timides, puis plus assurées. On venait de loin pour sentir le grain du tissu, pour entendre Ada expliquer pourquoi telle couture retenait la posture d'un dos, pourquoi tel pli acceptait la lumière. Les clientes reviennent, non pas pour porter un logo, mais pour retrouver la sensation d'être prises en compte, comme on lisse une étoffe, pour qu'elle épouse la personne, et non pour la cacher. Kofi a continué d'être présent, sans jamais se montrer pressant. Parfois il apparaissait avec un sac de provisions, parfois avec un contact, et d'autres fois il restait à l'écart, silencieux, observant la vie qui reprenait son souffle. Il a aidé Ada à formaliser sa comptabilité, à négocier avec un fournisseur de tissus qui voulait tenter une microcommande, à enregistrer la marque. Il a suggéré un soir que Trame d'or devienne plus qu'un atelier, un lieu qui donne des moyens à d'autres mains. Ada a pris le temps d'y réfléchir. L'idée la faisait hésiter. Elle avait appris à se méfier des grandes phrases. Mais la pensée de partager ce qu'elle avait reçu, fil après fil, lui sourit comme une possibilité raisonnable. Le petit local a laissé la place à un espace plus vaste. Ada a embauché des jeunes femmes du quartier, leur a appris la coupe, la découpe, l'importance des finitions. Elle a payé des salaires réguliers avant même que tout soit parfaitement rentable, parce qu'elle mesurait le prix d'une confiance donnée. Les jumeaux, Amara et Zori, ont grandi dans cet atelier, courant entre des piles d'étoffes, s'imprégnant du rythme des machines. Ils apprenaient la valeur d'un effort que l'on voit, et celle d'un effort invisible qui soutient les familles. La ville, petit à petit, a changé sa façon de regarder. Les médias locaux ont fait de Trame d'or une référence artisanale. Les chroniques de mode ont glissé un article, puis un portrait plus long, où l'on parlait de l'atelier comme d'une respiration dans l'industrie. Les réseaux sociaux ont fait le reste. Une cliente a publié une vidéo où elle ôtait une robe d'Ada avec des larmes d'émotion, expliquant comment elle s'était sentie reconnue pour la première fois depuis longtemps. La vidéo a touché des centaines, puis des milliers de personnes. Les commentaires parlaient surtout de dignité retrouvée. Pour Tindu, les signaux étaient tout autres. Ce qu'il avait cru être un contrôle inébranlable de sa réputation a commencé à se fissurer. Une affaire mal gérée s'est transformée en retard de livraison. Un partenaire autrefois complaisant s'est retiré après une enquête sommaire sur des pratiques de gestion. Les hommes qui applaudissaient ses discours trouvaient de moins en moins de motifs pour le faire. Pire encore, l'enchaînement d'images du gala où il avait humilié le mendiant et celui où il avait rabaissé Ada en public a refait surface, amplifié par les nouvelles narrations qui circulaient. Les vidéos anciennes, ressorties d'archives, ont été partagées avec une nouvelle faconde. Dans le récit collectif, l'arrogance prenait désormais un visage. La première fissure visible est venue d'un contrat perdu. Un grand magasin, sensible au mouvement de consommation responsable, a annoncé qu'il suspendait toute collaboration avec l'empire de Tinedu, invoquant des valeurs éthiques. Des voix s'étaient élevées contre le mépris social qu'il avait montré.
Des clients historiques ont commencé à se retirer et les appels d'offres se sont raréfiés. Les créanciers, qui auparavant se contentaient d'un sourire et d'une caution verbale, ont commencé à demander des garanties, à exiger des bilans fermes. La machine qu'ils croyaient à l'épreuve des vents s'est mise à grincer. Tindu, dans son bureau aux grandes baies vitrées, riait d'abord pour répondre à la peur. Puis il a commencé à s'emporter, à multiplier les gestes, à insister sur une image qui se retournait contre lui. Ses discours, autrefois lisses, sonnaient désormais faux. On a dit qu'il pressait ses équipes, qu'il multipliait des décisions hâtives. On a dit aussi que la fiancée, Viviane, regardait d'un autre œil les strates de pouvoir qu'il croyait intactes. Les conversations dans les salons ont changé de ton. On ne célébrait plus le dominant. On analysait les dégâts d'une arrogance systématique. Un soir, la rumeur a pris une forme publique. Viviane, sous le feu discret des photographies et des murmures, a mis fin à une relation déjà publicisée. Elle l'a fait d'une manière qui fut un coup de départ. Lors d'une cérémonie où il devait recevoir un prix pour une initiative culturelle, elle a demandé la parole. Personne ne l'avait vue arriver avec un dossier en main. Personne n'avait imaginé qu'elle prononcerait des mots aussi limpides. Elle a parlé de cohérence, de responsabilité, et a dit, sans pointer du doigt, que l'on ne pouvait pas prétendre défendre la communauté en piétinant ceux qu'on disait aider. La salle a été saisie d'un silence lourd. Les caméras ont capturé le visage de Tindu, d'abord rouge, puis blême, puis vide. La sortie publique de Viviane a été un tournant. Les sponsors ont reculé. Les administrateurs du conseil d'une des sociétés de Tindu ont exigé des explications. Les journalistes ont commencé à investiguer, et leurs papiers ont mis au jour des choix de gestion discutables, des décisions prises pour l'apparence, plutôt que pour la pérennité. L'addition est venue comme une facture que personne ne voulait payer. La chute économique n'a pas été instantanée. Elle a été une érosion, patiente et froide. Les créances se sont accumulées, les projets ont été mis en pause. Les terrains qu'il avait acquis avec emphase ont vu leur permis refusé pour des raisons administratives. La réputation, si essentielle dans son monde, s'était fissurée. Les banques ont resserré les conditions. Les détenteurs de dettes ont exigé des remboursements. À ce moment, une vente aux enchères, petit à petit, a cessé d'être une hypothèse pour devenir une possibilité. Pendant ce temps, Ada continuait à tisser. Elle n'a jamais cherché à savourer la déroute d'un homme. Elle comprenait mieux que quiconque que la revanche qui nourrit la haine détruit aussi celui qui la porte. Pour elle, le projet a pris une autre forme. Si l'édifice que Tindu avait bâti s'effondrait, pourquoi ne pas reprendre ce qui pouvait servir le commun? Et si l'on pouvait transformer la ruine d'un empire en opportunité pour la ville, pour les artisans, pour ceux que l'on a trop souvent renvoyés à la marge? L'opportunité est venue d'un enchaînement concret. Lorsqu'un chef d'entreprise a annoncé la mise en vente d'un ensemble de locaux jadis propriété de Tindu, la presse a demandé qui, parmi les acteurs du marché, pourrait se porter acquéreur. C'était l'une de ces ventes en chaîne, complexes, où plusieurs créanciers proposaient une solution. Une fondation locale, sensible à l'impact social, a suggéré la création d'un consortium d'achat. Un groupement d'acteurs, mené par une entité à but non lucratif, pourrait racheter ces biens pour les transformer en ateliers, en salles de formation, en espaces d'hébergement pour des créateurs en difficulté. Kofi, qui connaissait bien les mécanismes du monde financier et l'impact des initiatives sociales, a proposé d'apparaître comme soutien discret et structurant. Ada, surprise et réticente, a écouté. Ils ont mis sur la table un plan clair. Acheter la société immobilière défaillante, l'entité qui gérait une partie des biens et des projets de Tindu, et la transformer en maison des ateliers, un lieu où l'artisanat, la formation et la revalorisation des personnes vulnérables se rejoindraient. Le but n'était pas d'humilier, mais de rendre service de façon durable. Le plan prévoyait des bourses pour les jeunes, des espaces de production à prix coûtant, des bourses pour des entrepreneurs sociaux et des ateliers ouverts au public. La proposition était cohérente, économiquement plausible si l'on combinait fonds privés, contributions philanthropiques et un lancement progressif. Kofi a mobilisé un réseau d'investisseurs qui cherchaient un projet avec sens. Parmi eux, des personnes fatiguées de la frime et en quête d'impact. Elles ont accepté d'apporter une partie des fonds
à condition que la gouvernance soit participative, que la transparence soit au cœur du système et qu'un comité d'artisans ait voix au chapitre. Ada a mis ces conditions. La priorité aux victimes d'exclusion, la mise en place d'un code de déontologie et un fonds pour aider ceux qui, naguère, avaient été traités comme des pions sur une scène. La mise en place n'était pas simple. Les démarches administratives ont demandé du temps, les créanciers ont voulu des garanties, et certains acteurs médiatiques ont cherché à transformer l'achat en un événement spectaculaire. Ada a insisté sur la modestie. La maison des ateliers devait être un lieu d'ouvrage, pas une scène pour la louange personnelle. Mais l'annonce officielle a eu lieu, un communiqué simple, une conférence où Ada, Kofi et quelques représentants de la fondation ont expliqué le projet. La presse a parlé de « reprise sociale ». Les réseaux ont brandi l'histoire comme une preuve qu'on pouvait faire quelque chose de concret avec la chute d'un empire. Le moment le plus chargé symboliquement fut la signature finale. On a convié quelques personnes que la rumeur identifiait comme les plus atteintes par l'arrogance de Tindu. Anciennes employées, clients lésés, voisins qui avaient supporté ses excès. Parmi eux, l'homme qui avait été humilié au gala, celui que Tindu avait traité comme un mendiant, était présent. On l'avait retrouvé, modeste, toujours vivant dans le quartier. Il n'était ni un héros réinventé, ni une figure spectaculaire. Il était une personne, et c'était suffisant. Il a signé, à la première table, avec des mains qui tremblèrent d'émotion plus que de colère. Les mots échangés ce jour-là étaient simples. Nous voulons construire un lieu où personne n'aura à se sentir sans valeur. La nouvelle que la société immobilière de Tindu avait été rachetée par une coalition menée par Tramdor et une fondation locale a fait l'effet d'un écho. Les commentateurs se sont répandus. Certains applaudissaient la transformation constructive, d'autres s'interrogèrent sur la symbolique d'une ancienne victime endossant le rôle d'acteur économique. Dans la rue, les gens ont discuté. Pour Ada, le poids le plus lourd n'était pas la surprise des autres, mais le fait de tenir parole. Elle avait déclaré que la valeur ne se mesurait pas au regard des puissants. Elle devait maintenant le montrer en actes. Tindu, devant la vente, a vu sa position s'effondrer. Il a essayé de recoller des morceaux, de plaider pour un plan B, mais les créanciers n'avaient plus la patience. Les contrats s'étaient retirés. Les crédits se sont transformés en obligations immédiates. Pour la première fois, il a connu la nécessité d'accepter les termes que d'autres imposaient. C'était humiliant, sans fioriture. Il n'y avait plus de discours pour masquer l'épuisement financier. La conférence de presse qui a suivi la signature a été courte. Ada a pris la parole, mais elle n'a pas prononcé un discours de triomphe. Elle a parlé du projet, des priorités, et elle a mentionné une chose importante. Le but n'était pas de punir, mais de réparer. Elle a invité Tindu, implicitement, à venir voir ce qui naissait de la ruine, à constater que l'argent et le pouvoir peuvent aussi être rendus au service d'un bien commun. Certains journalistes ont eu l'idée saugrenue de lui demander s'il allait regretter ses gestes. Ada a esquissé un sourire doux et a répondu que l'histoire n'avait pas besoin d'une revanche, mais d'une réparation concrète. La première inauguration de la maison des ateliers était modeste et authentique. Les portes ont été ouvertes à des artisans, à des éducateurs, à des familles cherchant une formation. On y trouvait des machines modernes et d'autres réveillées par la confiance. On y voyait des mains qui apprennent et d'autres qui transmettent. Les jumeaux d'Ada couraient parmi les tables, fiers de voir leur mère accueillir des jeunes en formation. L'homme autrefois humilié par Tindu a été embauché comme gardien et mentor. Il parlait à ceux qui venaient d'en bas, avec une empathie née d'une vie qui ne pardonne pas l'indifférence. La presse a couvert l'inauguration comme une belle histoire. Mais pour ceux qui y travaillaient au quotidien, l'essentiel était discret. On se levait le matin pour coudre, pour enseigner, pour passer un savoir. Le visage de la ville a changé par une série d'actes ordinaires. Tindu, de son côté, a eu le temps de contempler les conséquences de ses choix. Il n'a pas disparu du paysage par la violence, mais par l'usure. Ses collaborateurs les plus proches ont pris leur distance. Viviane, qui avait le sens des choses, avait déjà coupé les ponts. Les anciens alliés du monde des affaires le regardaient désormais comme un exemple d'erreur. Aucune scène de déchéance spectaculaire ne s'est produite dans la rue. Il a juste vu sa main se délier du pouvoir qu'il croyait tenir.
Il est venu un jour, tard, visiter la maison des ateliers, à la demande d'un ancien employé qui voulait l'inviter à regarder l'œuvre. Ada était là, mais elle n'a pas porté la froideur d'une vengeance. Elle a accueilli la visite, discret mais ferme. Elle a proposé un échange simple. Si tu veux comprendre ce qui arrive quand on humilie, regarde ceux qui apprennent à recoudre leur dignité. Elle a tendu la main non pas en geste de pardon total, mais en proposition. Travailler, si l'on voulait réellement changer. Il a fallu du temps pour que les choses se calment. La société rachetée a été restructurée. Les espaces laissés vides par les projets inachevés de Tinedou sont devenus ateliers, salles de réunion, espaces de co-création. Les clients, surpris par la transformation, ont parfois réservé des commandes pour tester la qualité et l'éthique. D'autres ont quitté, mais cela laissait la place à une clientèle sensible au projet. Les comptes se sont redressés lentement, pas grâce à une performance spectaculaire, mais par une gestion prudente et par un but collectif. Ada, qui avait appris à distinguer l'urgence des priorités, a fait preuve de tempérament. La vie quotidienne s'est installée, non sans difficulté. Il y a eu des nuits blanches, des décisions complexes, des ajustements budgétaires. Certaines personnes, blessées par le passé, ont refusé l'idée que celui qui a fait du mal soit ainsi oublié. Ada a écouté ces voix. Elle a réaffirmé que la justice qu'elle cherchait n'était pas une vengeance, mais une reconstruction qui imposait de la responsabilité. Pour ceux qui avaient été les plus blessés, des clauses de réparation ont été mises en place. Petite compensation, priorité d'embauche, projet dédié. Ce n'était pas de l'argent jeté pour apaiser la conscience. C'était la mise en place de conditions concrètes pour que la dignité qu'on avait piétinée trouve un sol. Les années ont poursuivi leur route. Tramdor a ouvert des points de vente dans plusieurs quartiers, a organisé des formations avec des écoles professionnelles et a lancé des micro-bourses pour des créateurs en difficulté. La maison des ateliers est devenue un pôle vivant, accueillant non seulement des couturiers, mais aussi des restaurateurs de tissus anciens, des tisseurs, des jeunes designers. Elle a même lancé une résidence pour des projets innovants qui liaient artisanat et durabilité. Les anciens artisans de quartier, ceux qui avaient fragilement survécu aux mutations économiques, y ont trouvé un souffle nouveau. Amara et Zouri ont grandi avec la couture comme une présence familière. Elles jouaient entre des coupons et apprenaient que l'on pouvait réparer sans oublier. Elles ont vu leur mère refuser l'amertume et choisir l'action. Lorsqu'on leur demandait ce qu'elles voulaient faire, elles répondaient parfois avec l'innocence d'enfant. Faire une robe qui sourit. Le sourire n'était pas une image vide. Il venait d'une maison où l'on trouvait des repères. Quant à l'homme qui avait été humilié, sa vie a pris un rythme plus doux. Il a appris à prendre soin des locaux et, petit à petit, a contribué à la formation d'autres personnes qui, comme lui, avaient été marginalisées. Parfois, il racontait son histoire sans dramatisation, soulignant plutôt qu'il avait été accueilli par des mains qui ne le jugeaient plus. Son récit, simple, a beaucoup appris aux jeunes présents à la maison. Tinedou est resté une figure à la marge. Il a tenté parfois des démarches de réconciliation. Parfois, il est revenu pour observer, comme on regarde un théâtre où l'on a autrefois joué un rôle. Ada l'a toujours reçu sans sourire excessif, mais sans fermeture totale. Elle voulait préserver l'espace pour ceux qui avaient été blessés. Si un travail de réparation est possible, elle le soutenait, mais elle ne promettait pas l'oubli. Elle insistait sur l'effort concret. Pour elle, le plus important restait la construction d'un lieu où la dignité humaine ne serait plus une option selon le standing. Un soir, des années après le premier gala, quelqu'un a proposé d'organiser une fête pour les 10 ans de Tramdor. Ada, surprise, a accepté après hésitation. Ce n'était pas une célébration de gloire, mais un moment de reconnaissance. Des anciens clients, des apprentis, Kofi, la fondation et des voisins. Ils ont réuni des tissus, des souvenirs, quelques photographies. On a organisé une petite exposition sur la transformation des matières. Comment un tissu abîmé peut devenir un manteau, comment une vie blessée peut se réparer avec des projets partagés. La soirée a été douce, ponctuée des rires des enfants et d'une émotion retenue. Kofi, discret comme toujours, a levé la main et a dit, avec sa voix mesurée, « Ce que vous voyez ici n'est pas seulement une marque, c'est une communauté qui apprend à se faire confiance. » Ada a regardé les visages autour d'elle.
les apprentis qui avaient pris des responsabilités, l'homme autrefois humilié, qui souriait en vendant des cartes postales de l'atelier, les jumeaux désormais adolescents, aux gestes sûrs. Elle a touché un fil d'or qui pendait comme un ruban décoratif et a pensé à tout ce qui avait été recousu. Elle n'a pas cherché la revanche, mais elle a savouré la justice subtile qui avait pris la forme d'un lieu où l'on écoute les mains. La morale visible n'était pas celle d'une revanche personnelle. Elle était la preuve que, parfois, la réparation passe par une transformation collective. Ada avait racheté, non pas par soif d'orgueil, mais par une stratégie de reconstruction. Reprendre ce qui avait été brisé pour en faire un outil de dignité pour d'autres. Les médias ont titré, les réseaux ont partagé des images. Des voix ont applaudi. Mais ce qui a compté, ce sont les personnes qui se levaient chaque matin pour continuer le travail. Un jour, alors qu'elle rangeait des coupons, Ada a trouvé une photo ancienne, prise furtivement la nuit où elle avait quitté la maison. On y voyait, sous la lumière blafarde, la petite machine qu'elle traînait. Elle l'a posée sur une étagère, à côté d'un trophée modeste. Le premier paiement complet d'une cliente qui, un jour, lui avait dit qu'une robe d'Ada lui avait rendu confiance. Elle a pensé aux fils qui n'avaient pas cassé, aux aiguilles qui avaient tenu. Elle a compris, sans triomphe mais avec une vérité tranquille, que la valeur d'une personne se construit plus dans les gestes constants que dans les démonstrations de pouvoir. La maison des ateliers a continué d'accueillir des gens qui avaient besoin d'un endroit pour apprendre, pour se relever, pour tisser de nouvelles relations. Elle a offert des bourses à des jeunes mères, des ateliers aux personnes en réinsertion, des espaces aux créateurs émergents. Parfois, un ancien employé de Tinedou entrait et reconnaissait, avec une gêne juste, la nécessité de changer de perspective. Ada ne cherchait pas la confession, elle privilégiait l'action. Son regard n'était pas dur, mais ferme. La vie l'apprenait à regarder la dignité autrement. Sur le plan personnel, Ada a trouvé un équilibre qui n'était pas une fin en soi, mais un progrès. Elle et les jumeaux ont emménagé dans une petite maison près de l'atelier. Les nuits d'angoisse ont laissé place à des soirs où l'on se retrouve autour d'un repas simple. Les filles, désormais adolescentes, parlaient de voyages, d'études, de projets. Ada savait qu'il restait des combats à mener. Mais elle avait gagné la certitude qu'une vie peut être reconstruite, fil après fil. Le dernier chapitre visible de cette histoire n'est pas une revanche spectaculaire, mais un acte qui réunit les fils. L'entreprise ruinée de Tinedou, symbole d'une arrogance qui avait piétiné tant de gens, est devenue le pivot d'un nouveau projet. L'achat n'était pas commandé par la haine, mais par la volonté de rendre un bien commun. Ada, qui avait été traitée comme rien et comme mendiante aux yeux de ceux qui cherchent à humilier, a participé à la construction d'un espace où l'on enseigne que la dignité se travaille et se partage. Dans la rue qui mène à l'atelier, une plaque a été posée par des mains réunies, Maison des ateliers, pour le travail, la dignité et la transmission. Les lettres n'étaient pas dorées à l'excès, elles étaient simples. Peut-être pour certains, ce geste était insuffisant. Mais pour ceux qui y trouvaient un apprentissage, un emploi, ou simplement un lieu où l'on était écouté, c'était une victoire. Une victoire douce, tissée de patience. Ada a appris à porter sa réussite sans ostentation, à laisser sa fierté respirer sans la brandir. Elle a gardé la mémoire des blessures, non pour s'attarder dessus, mais pour rappeler ce que l'on ne doit pas refaire. Elle a enseigné à ses filles que la valeur d'une personne se sent dans la manière dont elle traite les autres quand personne ne regarde. Et quand un jour une jeune apprentie lui a demandé si elle regrettait d'avoir été humiliée, elle a répondu d'une voix claire « Non. J'ai perdu des choses, oui. Mais j'ai aussi appris à recoudre ma vie. Et maintenant, je veux aider d'autres mains à faire la même chose. » La ville se souvient. On se rappelle du gala et des images qui avaient choqué. On se souvient aussi de la petite machine qui a supporté des nuits sans sommeil. Les récits, parfois, aiment la simplicité. C'est celle d'une femme qui, traitée comme rien, a construit quelque chose de durable. Aucun triomphe violent, aucune revanche destructrice, juste la transformation d'une ruine en un foyer pour le travail honnête. Et quelque part, quand on passe devant la maison des ateliers, on peut voir, derrière les vitres, des silhouettes penchées sur des tissus,
des adolescents qui apprennent, des mains qui se cherchent et se trouvent. On peut aussi apercevoir parmi elles l'homme autrefois humilié, qui sourit en distribuant des tâches, content d'être utile. La justice a ici le visage silencieux du travail rendu. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui croit que la dignité se reconstruit plus par les actes que par les mots. Quelle phrase vous a le plus marqué dans ce cheminement? Dites-le dans les commentaires. Vos mots peuvent aussi aider quelqu'un à recoudre sa vie.